أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم mes amis, bonjour ou bonsoir. الزول في اللون الزول في اللكنت. Aujourd'hui, nous sommes en juin 1664, lorsque le roi Louis XIV, dit qu'on appelle communément le roi Soleil, qui était très jeune à cette époque-là, décide de mettre main basse sur la côte algérienne dans son esprit, et donc avoir un pied à terre sur le sol de l'Afrique du Nord pour pouvoir justement pourchasser les corsaires en Méditerranée, et il jette son dévolu sur Djidjel. Pourquoi Djidjel? C'est parce qu'elle se trouve entre Alger et Tunis, ce qui va lui permettre d'avoir une base navale qui peut lui permettre d'avoir un regard sur justement l'Afrique du Nord. Donc en juin 1664, il envoie une grosse armada comme expédition vers les côtes algériennes. Il met à la tête de cette expédition marine le duc de Beaufort. Et on va voir justement le déroulement de cette expédition et qu'est-ce qui s'est passé en ce juin 1664. 21 juin 1664, c'est le départ des premières galères du port de Toulon. Elles vont mouiller au port Mahon, aux îles Baléares. Ces premières galères qui sont arrivées au port de Mahon vont être renforcées par l'arrivée d'autres galères, ceux venant de Malte et ceux venant de La Rochelle, les vaisseaux qu'on appelle la Reine et le Grossi de César. Donc il y avait à bord de ces vaisseaux environ 6500 hommes. Le départ qui s'est fait le 1er juillet, on arrive le 22 juillet, ont vu les côtes djidjiliennes. Les capitaines de navires qui sont à l'époque Duquin, la Guillotière, Clairville, les pilotes de la Royale et des galères se détachent pour sonder le port. Le groupe va jeter l'ancre et va se diriger vers les terres de Djidjel afin d'inspecter les lieux. Ils vont atterrir face à un cimetière et face au marabout de Sidi Amr. Les Français vont débarquer effectivement à Djidjel, ils vont planter leur drapeau, ils vont planter leur croix, comme on sait communément qu'à cette époque-là, dès que les Français, que ce soit français, anglais ou autres, des chrétiens qui atterrissent ou qui arrivent sur une terre qui n'est pas les leurs, ils plantent en premier lieu la croix, comme on sait que c'était beaucoup plus des guerres religieuses à cette époque-là. Comme je disais, donc nous sommes en 1664. Et là, je voudrais rectifier une erreur qui se trouve communément sur certains sites historiques qui parlent de la période des Dey, cette époque-là, que c'est le Dey Mohammed qui s'est battu contre Louis XIV. C'est faux parce que en 1664, c'était pas encore la période des Dey, dans la troisième phase, comme on dit, de la gouvernance d'Alger ou de l'Algérie. Donc nous sommes dans la période des Arabes. C'est eux qui ont pris le pouvoir à cette époque-là et c'est eux qui ont justement commencé à se détacher complètement de l'emprise dans l'Empire ottoman pour créer un État complètement autonome, et c'est la période justement d'avant les Dey et c'est les Arabes qui ont permis justement aux Dey d'asseoir complètement leur pouvoir sur le pays, de gouverner au nom de l'Algérie et au nom des Algériens. Et je vous recommande justement, si vous voulez en savoir plus sur cette période-là, le livre de Mahfoud Qaddash, qui est un très bon historien algérien, que je vous recommande de lire ses livres. J'en ai pas mal ici. Et celui-là, l'Algérie des Algériens de la préhistoire, à 1954, justement, il vous raconte toute la période des Dey, des Arabes et qui a gouverné et au nom de qui. Donc, nous revenons à notre expédition. Donc, les premiers combats vont s'engager.
Ils vont s'engager d'abord entre les Français et les chefs locaux, donc de la côte djidjilienne et de la côte des tribus kabyles. Et là, c'est les descendants du royaume de Koukou. Donc, le premier, c'est Ahmed Tounsi Bourkhatouche. Et le deuxième qui est de Shir Medjana, donc de la tribu, plutôt du royaume des Aït Abbas, donc si Berta el-Mokrani. Les combats vont durer 3 mois. Mais devant la force de l'armada française, vont intervenir 2 autres éléments dans ces combats-là. C'est, comme je le disais avant, ce n'est pas le Dey Mohammed comme il est mentionné, mais c'est le Ara Sha'ban qui va envoyer des renforts d'Alger soutenus par le bey de Constantine. Et comme on sait, je l'explique encore une fois, que Alger, c'était le centre de commandement, donc c'était la capitale, mais les régions Est, Ouest, Nord, Sud dépendaient toujours d'Alger, et c'est toujours Alger qui nommait justement ces dirigeants de l'Est, de l'Ouest ou du centre, donc ça constitue complètement un royaume uni et indépendant. Je vous renvoie aussi à ce livre-là qui s'affiche sur l'écran. C'est un livre qui a été écrit par Tessier qui était vice-consul à Alger dans cette époque-là. On voit le livre, ensemble cet extrait-là qui parle du royaume d'Alger, qui est spécifique. Alger, c'est la capitale qui a donné son nom à tout le pays. Et plus bas dans le livre, on voit bien les frontières qui sont clairement définies de ce royaume-là. Donc, on a au nord la Méditerranée, à l'ouest, c'est le royaume chérifien du Maroc. Et à l'est, on voit que c'est le royaume de Tunis. Donc, on voit qu'à cette époque-là, on voit la date de l'édition du livre, que le royaume d'Alger était déjà constitué et avait déjà ses frontières complètement bien définies. Et on est ici avant l'invasion des Français. On est bien loin, à 1 siècle et demi avant 1830. Donc, les renforts vont arriver et les combats vont s'engager. Ils vont durer presque 3 mois. Comme je disais, il va y avoir le royaume de France qui était constitué de 5650 hommes, donc 14 navires, 8 goélettes, et ils avaient aussi des vaisseaux hôpitaux qui étaient constitués d'un bataillon et de 7 voiliers. Du côté de l'Algérie, il y avait le Beylek du Charq, donc le Constantinois. Il y avait l'armée de Lara Sha'ban, les cavaliers de Bni Abbas, il y avait ceux de Marjana. Va y avoir le marabout de Djidjel qui s'appelle Sidi Mohammed, qui va réunir les tribus autour de lui, qui va réconcilier certaines tribus qui étaient elles-mêmes en lutte interne au nom de El-Jihad. Et j'ai rappelé au début que justement les guerres à cette époque-là, c'était des guerres religieuses qui se faisaient au nom des religions. Et il fait appel à la famille de Mokrani du Sahel, il fait appel à celle du Shir Ben Ali de Kolo, et tout ce beau monde-là s'installe sur le Djebel Ayouf, qui se trouve à Djidjel pour justement s'organiser et préparer l'offensive. La difficulté de venir à bout des troupes algériennes et des cavaliers algériens, surtout les cavaliers, parce qu'ils se cachaient dans les forêts, dans les buissons. Et quand les Français arrivaient, donc ils se déchaînaient contre eux, ils arrivaient à décimer complètement les patrouilles. Et ici, on voit combien les Français peinent justement à combattre les Algériens. Et effectivement, le 21 août, cette troupe-là, ce bataillon constitué par le marabout Sidi Mohammed, qui était à peu près de 600 hommes, va attaquer. Il va prendre en surprise le capitaine Gaden et Vivonne qui vont riposter, et il va y avoir ici le décès du marquis de Châtres et d'un capitaine du régiment de Navarre.
Il ne va pas s'arrêter. Nous connaissons très bien nos cavaliers, surtout cette époque-là, les cavaliers berbères, qui étaient très farouches. C'était les descendants, comme on disait, des cavaliers de la Numidie, qui étaient très réputés pour leur vitesse et pour leurs attaques, d'où nous est venu justement l'extraordinaire fantasia qu'on appelle en arabe l'armée du roi était constituée, était dirigée par des ducs, par des comtes. Donc c'était les nobles qui dirigeaient l'armée, qui dirigeaient les combats. Durant ce combat-là, 14 Djidjiliens vont être tués. Bien sûr, pour en donner l'exemple, comme on connaît un peu la barbarie de l'armée française, on a vu avec Zaracha ce qui s'était passé, ils vont les suspendre en haut de la tour pour que tout le monde les voit, pour qu'on puisse donner, soi-disant, un exemple et décourager d'autres assaillants. Cela ne se faisait pas, ils n'arrivaient pas complètement à position de Djidjel. Les Français vont encore envoyer des renforts. Ici, le 12 septembre, le renfort de 10 voiles, de voiliers qu'ils ont levé l'ancre toujours de Toulon. Il y avait le Tigre, ce qu'on appelle le vaisseau Tigre, qui était armé de 400 tonnes avec 30 canons. Ce vaisseau-là va couler, va sombrer, et lors d'une tempête du côté de la Sardaigne, donc il ne va jamais arriver sur les côtes djidjiliennes. Bien sûr, le reste de la flotte, parce qu'il y avait d'autres vaisseaux, vont arriver quand même et vont accoster à Djidjel. Et c'est là, je rappelle, comme je l'avais dit au début, que vont intervenir l'ARA d'Alger avec le bey de Constantine, et c'est là que vont se renforcer les combats parce que les Djidjiliens n'avaient pas fait appel à eux, pensaient pouvoir en arriver seuls, mais finalement il fallait du renfort du pays, il fallait du renfort d'autres régions, et c'est là où est arrivée l'armée du Lara d'Alger, soutenue par le beylek de Constantine. Il y a 200 cavaliers, 2000 fantassins, sous la conduite de Ali Bey, qui était parent de Ferhat Bey de Constantine de cette époque-là, et de 900, accompagnés de 900 cavaliers de la Kabylie. Je répète que l'armée du royaume d'Alger, qui va devenir plus tard, qu'on va appeler plus tard la République d'Alger, je l'ai expliqué aussi notamment pourquoi, était constituée majoritairement d'Algériens. Parce qu'à un moment donné, l'Empire ottoman va arrêter d'envoyer des soldats, et les soldats vont être recrutés localement, ils vont être constitués localement. Donc ce qu'on appelait les janissaires étaient très peu nombreux. Le 5 octobre, donc cette armée qui est venue, qui est venue renforcer l'armée locale, va donner son premier assaut. Il va y avoir des centaines de tués des deux côtés, bien sûr. Mohamed et 500 cavaliers vont retirer à l'arrière du pays pour constituer une barrière défensive. Et on arrive au 18 octobre. On voit chronologiquement que durant tous ces combats-là, les Français n'ont pas arrêté d'envoyer des renforts. Et le 18 octobre, c'est une autre escadre qui va quitter Toulon pour arriver dans les côtes djidjiliennes, cette fois-ci toujours avec des renforts et des vivres. Ils vont débarquer à Djidjel, avec à son bord le capitaine Castellan. On essaye d'imaginer un petit peu le chaos qui était dans la région avec tout cette armada-là qui débarquait, comme ici en 24 octobre, ce sont 3 galères encore qui vont débarquer à Djidjel avec 3 pièces de canon et des munitions, mais toujours est-il de rappeler qu'ils n'arrivent toujours pas à la position définitivement de Djidjel. Les positions prises par les Français, comme le fortin de Djebel el-Korn, va tomber. Donc, et là, pour la première fois, les Français, dont le capitaine La Guillotière, va parler de retrait. En conclusion, donc, après 3 mois de combats intenses, les Français décident de se retirer des côtes algériennes. Ils vont retourner chez eux. Là, je rappelle que le roi Louis XIV avait fait appel à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Malte, qui l'avait aidé dans cette-là, des Provinces Unies et de l'Angleterre. Donc, il y avait toute cette alliance-là qu'on va voir justement durant toute la période où
les Français, les Anglais, les Maltais, et ont essayé de prendre possession de l'Algérie. Ils étaient toujours unis, toujours, ils attaquaient ensemble. Donc là, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques informations sur cette expédition-là, qui vient de mettre un peu de lumière pour comprendre un petit peu ces relations très envenimées actuellement entre la France et l'Algérie, que la France et l'Algérie, c'est une longue histoire de combat et de lutte, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a toujours eu des frictions entre les deux pays jusqu'à ce que l'Algérie tombe en 1830 et on sait pourquoi elle est tombée l'Algérie et comment elle est tombée. Je vous renvoie à mes vidéos et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi et s'il vous plaît, partagez, likez parce que comme je l'ai dit, mes vidéos n'apparaissent pas dans les recommandations. C'est important que les vidéos apparaissent dans les recommandations parce qu'elles permettent à d'autres personnes de suivre un peu l'histoire de l'Algérie. Ceux qui sont abonnés, ils reçoivent les notifications, mais si les vidéos sont recommandées par YouTube à d'autres personnes qui ne me connaissent pas, ceci permet aux vidéos d'avoir une plus large diffusion. Une remercie et à très bientôt.